Salut tout le monde, David et Catherine de Destination Aventure. Alors aujourd'hui, on fait une vidéo pour répondre à toutes les questions que vous nous avez posées sur les médias sociaux il y a à peu près 2 mois. On est un petit peu en retard, mais on vous avait dit qu'on allait répondre, puis c'est aujourd'hui qu'on prend le temps de répondre. Exactement. Donc, que ce soit des questions sur notre chien Osso, sur la logistique du voyage. Des questions plus personnelles aussi. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, ça fait plus qu'1 an qu'on est parti de Montréal dans notre van. On a traversé le Canada, on est monté jusqu'en Alaska et là, on descend jusqu'en Argentine. Puis on est présentement au Costa Rica, bientôt en route pour le Panama. Il nous reste environ une autre année pour faire l'Amérique du Sud. Ça devrait être assez prometteur. On va commencer avec les questions de logistique parce que c'est des questions qui reviennent vraiment souvent dans les médias sociaux. Comment on s'est préparé avant de partir? La préparation, la partie la plus importante, en fait, c'est d'économiser. On n'avait vraiment pas envie d'avoir à arrêter de voyager pour travailler. Ça couperait le beat, puis c'est pas ça qui nous tentait vraiment. C'est à peu près 1 an et demi d'économie qu'on a fait. C'est quand même facile quand on s'y met. Dans le fond, on n'a jamais eu des grosses dépenses. On n'avait pas des autos de l'année. On n'allait pas souvent au cinéma, au restaurant. Donc, juste en coupant ces petites dépenses-là, on était capable de mettre quand même beaucoup d'argent de côté. Outre économiser, sinon, ce qu'il y a à regarder, en fait, c'est où vous voulez aller, les saisons. Donc, on voulait pas arriver en Alaska en hiver. On voulait pas être en Amérique centrale dans le temps des pluies. Ça, c'est plus ou moins réussi parce que finalement, on voyage trop lentement. Puis la saison des pluies nous a rattrapés. Mais bref, on veut pas non plus arriver en Argentine en plein hiver. Donc, c'est juste d'avoir une idée de à quel moment tu dois être où à peu près. Ça sert à rien de planifier jour après jour ou semaine après semaine. Ça va juste être difficile de garder votre rythme. C'est vraiment pas le fun. Laissez place à l'improvisation, en fait. On s'est renseigné un peu avec des gens qui ont fait des voyages similaires ou le même voyage. Il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle Pan American Travelers Association. Il y a à peu près 20 000 personnes là-dessus. Puis, si tu as des questions, c'est vraiment facile. C'est une très bonne ressource. Ils vont répondre sans problème. Mais sinon, outre économiser, regarder un peu où tu vas aller, il n'y a pas vraiment autre chose à préparer. Faites juste y aller parce que vous ne serez jamais prête à 100 Puis si vous attendez d'être prête à 100 mais vous partirez jamais. Faites juste partir. Économisez puis partez. C'est tout. Et voilà. Combien économiser? Tiens. OK, donc ça dépend vraiment. C'est un peu personnel à chaque voyageur. Nous, on voyage vraiment à petit budget. On aime mieux avoir dépensé moindre, mais être capable de voyager longtemps. Exactement. Donc, ça dépend vraiment du niveau de confort que tu as besoin. Donc, si tu es quelqu'un qui aime du luxe, qui aime manger au resto 1 ou 2 fois par jour, c'est sûr que ton voyage va te coûter 2 fois plus cher que le nôtre. Pour vous donner une idée, nous, à 2, on a économisé 50 000 pour 2 ans de voyage, tout inclus du début à la fin. Donc, à peu près 25 000 par année. Puis, on fait à peu près 1 500 $ de dépenses par mois. Ça l'inclut vraiment tout. Les activités, l'essence, les assurances, l'épicerie, les commissions, tout est inclus. À peu près 1 500 par mois, donc une cinquantaine de dollars par jour. Mais on a vu des gens qui le font avec 100 $ par jour, donc ça ne sera pas le même budget dépendamment du niveau de confort et de luxe que tu veux. Voulez? Une autre bonne question, c'est comment ça se passe aux douanes? OK, donc pour les douanes, il y a 2 étapes. En fait, il y a nous en tant que personne et il y a le véhicule. Pour nous, en fait, on fait juste arriver, puis on donne notre passeport et c'est tout. Il nous étampe et on est rentré. Pour le véhicule, ça prend le certificat d'immatriculation, ça prend les permis de conduire et ça prend aussi ton passeport. Donc, une fois que nous, on est importé dans le pays, on va juste au bureau pour le véhicule. On importe le véhicule avec ces documents-là. Des fois, il y a des coûts, des fois, il n'y en a pas. Ça varie de 0 à 35 $ à peu près. Et puis, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment pas tant stressant que ça. La seule chose, c'est qu'il faut prévoir du temps parce que l'organisation est différente qu'en Amérique du Nord. Donc, la bureaucratie prend du temps. Ça prend du temps, exactement. Passer une frontière, ça prend 2 heures. 2 heures en moyenne. La prochaine question, c'est une question qui revient vraiment souvent. Puis on va régler ça une fois pour toutes. Est-ce que c'est sécuritaire voyager dans son véhicule en Amérique centrale? Absolument pas, non. Non, oui, c'est très génial. C'est vraiment sécuritaire. En fait, depuis qu'on a passé au Mexique, on s'est jamais senti en danger. Je dirais que
Il y avait des endroits aux États-Unis qui étaient plus sketch que où on est en Amérique centrale. Oui, il y a comme des règles de base à respecter. En fait, on conduit jamais la nuit parce que c'est déconseillé, mais aussi parce qu'on a des très mauvaises lumières sur la vanne. Et que les routes sont en mauvaise condition. Oui, ben c'est ça. Un paquet de raisons, tu ne conduis pas la nuit, point. Non, parce qu'il y a souvent aussi des vaches puis toutes sortes de choses sur la route, donc c'est préférable de ne pas conduire la nuit. La plupart du temps, on ne paye pas pour nos spots de camping. Comme en ce moment, on est sur une plage, sur le bord de l'eau. On sait qu'il y a de la patrouille de police autant dans le jour que la nuit, donc on se sent 100% en sécurité. C'est vraiment pas un problème. Puis quand on n'arrive pas à trouver des endroits comme ça, ben à ce moment-là, ça se peut qu'on débourse un peu, ça pour se stationner dans une auberge de jeunesse ou juste pour être dans sur un stationnement surveillé, là, où des fois on a accès à des douches, des trucs comme ça. Donc c'est ça, on se renseigne vraiment beaucoup sur iOverlander. C'est un genre de Google Maps, mais les gens peuvent mettre des endroits et des commentaires. Ça facilite beaucoup le voyage. Puis ça le rend plus sécuritaire aussi parce qu'on sait déjà où c'est sécuritaire d'aller, où c'est moins recommandé. Puis on rencontre tellement de gens accueillants et gentils qu'à longue, ça change vraiment l'image qu'on a. Ça laisse beaucoup tomber toutes les craintes qu'on peut avoir sur le danger. Fait que je pense qu'il faut, oui, il faut garder les yeux ouverts, mais ça sert à rien d'être méfiant de tout parce que on va se priver des belles occasions de rencontrer des gens puis des belles découvertes. De manière générale, oui, c'est très sécuritaire. Si on se sentirait constamment en danger, on ne serait pas ici en ce moment avec des sourires dans le visage. Puis on n'aurait pas de fun non plus. Donc, oui, puis on a rencontré plein de familles qui le font, puis eux aussi, ils pourraient vous dire que c'est sécuritaire. Des filles aussi, des filles en van, des gens plus âgés. Oui, c'est sécuritaire. Qu'est-ce qui vous manque le plus du Québec? Ce qui nous manque le plus du Québec? Pas grand-chose, en fait. On s'ennuie évidemment un peu de nos familles, de nos amis, mais côté la vie au Québec, pour moi, en tout cas, peut-être Catherine répondra autre chose, mais je m'ennuie de rien. Non, moi non. En fait, c'est tellement le fun vivre sur la route, c'est tellement le fun voyager au quotidien, voir des nouvelles choses jour après jour après jour, que même si, oui, des fois, c'est pas toujours facile la vie en van et tout ça, je m'ennuie pas vraiment du Québec. Non. C'est plate à dire, mais c'est ça. On est vraiment content d'être parti. C'est vraiment un choix qu'on est fiers d'avoir fait. Puis on en profite et on adore ça. On a l'impression vraiment d'avoir changé de vie. Donc oui, la vie d'avant au Québec, c'est bien, mais la vie sur la route... c'est encore beaucoup mieux. c'est malade. Qu'est-ce qu'on trouve le plus difficile d'en vivre dans une van, voyager dans une van? Là, on vient de rentrer dans la saison des pluies, puis on vient de passer une semaine complète en dessous de la pluie, mais torrentielle, avec des infiltrations d'eau dans la vanne, avec tout qui ne séchait jamais, qui était 100% humide, mouillé, collant. On a commencé à avoir de la moisissure, notre toile de toit a commencé à faire des champignons. On a dû arracher des morceaux de mur parce qu'il y avait des champignons dessus. Puis, dans ce temps-là, ça limite vraiment nos sorties à l'extérieur. C'est petit, la vanne, avec le chien qui sentait le chien mouillé en permanence. C'était un peu beaucoup moins confortable. Parallèlement, les gens nous demandent, est-ce que c'est difficile de vivre dans un petit espace? Est-ce que ça vous manque d'avoir une maison, un condo? Non, pas vraiment. On a tout avec nous, on n'a pas besoin de rien de plus. Oui, c'est petit. Tu t'habitues, tu te rends compte que tu n'as pas besoin de grand-chose pour être heureux, en fait. Puis en fait, plus le temps avance, plus on se débarrasse des choses qu'on avait apportées au départ qui ne nous servent pas. Parce que c'est juste plus encombrant d'avoir... un paquet de choses dans les jambes ou trop de stock dans les armoires. Moins on a de choses, mieux c'est. Mieux c'est, moins on a encombré, plus ça respire. Puis pour revenir à la question de qu'est-ce qu'on trouve le plus difficile, je crois aussi que les problèmes mécaniques, c'est quelque chose de un peu difficile à gérer, surtout quand c'est ton premier problème mécanique qui apparaît, mais après tu prends un peu pas une habitude, mais tu sais plus à quoi t'attendre. Mais dormir dans un garage 3-4 jours de temps, on l'a fait plus qu'une fois. C'est pas nécessairement ce qu'on s'imagine de la van life sur Instagram, mais bon, il faut ce qu'il faut. Les grosses villes aussi, c'est pas toujours facile. Il y a énormément de trafic, il n'y a pas d'endroit où dormir, il y a du bruit, ça conduit n'importe comment. Il n'y a pas vraiment d'endroit pour que le chien peut bouger. C'est ça, c'est pas idéal avec le chien non plus, donc on s'attend pas vraiment aux grosses villes, justement pour ça, parce qu'on n'aime pas ça. Avez-vous réfléchi à votre retour à la vie normale après votre aventure?
Oui, c'est... Tu sais, on essaie de pas trop y penser parce qu'en même temps, il nous reste encore 1 an de voyage puis c'est loin, mais reste qu'on ne sera pas constamment en voyage toute notre vie. Malheureusement. Malheureusement. Donc oui, c'est un sujet qu'on parle de temps en temps. On a comme plusieurs options. On pense pas revenir à notre vie qu'on avait exactement avant. C'est-à-dire travailler pratiquement à temps plein, puis avoir juste les fins de semaine de congé ou des trucs comme ça. Parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas envie de travailler autant que ça toute notre vie, si on peut dire ça comme ça. Ouais. On aimerait mieux moins travailler, puis vivre avec moins d'argent, si on peut dire, donc moins dépenser, peut-être plus minimaliste comme approche. Je pense que ouais. Puis être plus souvent dehors. On passe nos journées dehors, puis vraiment, c'est quelque chose, je pense, qui va rester en nous après le voyage. Si on avait beaucoup d'argent, on aimerait ça vivre à Canmore, proche de Bath, en Alberta. Mais ça serait très étonnant qu'on ait assez d'argent pour vivre à Canmore. Il y a plusieurs options. Il y a plusieurs options. Puis, est-ce qu'on va rentrer pour travailler beaucoup puis repartir en voyage? Est-ce qu'on va avoir encore envie de vivre en van? Est-ce qu'on va vouloir voyager en sac à dos ailleurs? Il y a vraiment beaucoup d'options. En fait, plus on voyage, plus on a des idées de choses qu'on veut faire, plus la liste s'allonge au lieu de diminuer. Et plus on rencontre des gens qui vivent autrement chez eux, puis plus ça nous donne des idées de « Ah, ça pourrait être nous, ça aussi, quand on revient. » Donc, on ne sait pas à quoi on va revenir, puis qu'est-ce qu'on va faire quand on va revenir. Non, ça va être une belle surprise. Ouais. Encore sujet du retour. Pensez-vous fonder une famille à votre retour? Bon. Je dirais oui. Oui, je dis oui aussi. Éventuellement. Ouais. Puis on n'a pas la même définition d'éventuellement. Bon, éventuellement est plus rapproché que celui de David. Je crois que, en fait, c'est un peu une relation étrange parce que quand j'ouvre mon Facebook, mes amis sont quasiment tous rendus au 2e bébé. Fait que ça fait un peu spécial de dire, OK, moi, je voyage pendant ce temps-là. Mais en même temps, je me dis chaque chose en son temps. On dirait ma mère qui parle, mais bref. Oui, c'est sûr que ça s'en vient éventuellement, mais... Catherine, c'est ça. Elle aimerait ça avoir les enfants quand on revient, là, tomber enceinte puis accoucher. Puis on dirait que moi, je suis pas tout de suite, peut-être. On dirait que j'aime cette liberté-là qu'on a. Puis oui, tu peux voyager avec des enfants, puis tu peux faire plein de choses, mais reste que c'est un peu différent. Puis je sais pas, je me sens pas prête à comme, avoir des enfants directement quand on revient. Bon, ça, c'est une bonne question pour David. Avez-vous hâte d'aller en Colombie? Oh! Est-ce que j'ai hâte d'aller en Colombie? Je vais vous expliquer une chose, OK? En ce moment, on est en Amérique centrale. C'est beau, l'Amérique centrale. Le Costa Rica, c'est vraiment le fun aussi. Mais ça revient un peu toujours à la même chose. Là-dessus, on n'a pas de même opinion, mais comme c'est moi qui réponds à la question, je vais dire, moi, ce que je pense. L'Amérique centrale, c'est vraiment beaucoup de plages, et de chaleur et d'humidité. C'est le fun, c'est beau, vrai, il y a des beaux endroits, mais je suis tellement de gens qui voyagent, puis qui ont fait l'Amérique du Sud, puis on voit tellement de photos passées de l'Amérique du Sud, de la Patagonie, l'Argentine, Chili, Pérou. Pour moi, comme je rêve de ces endroits-là, de comme voir les énormes montagnes, puis d'avoir un peu moins chaud, puis de faire un peu moins de plage, puis plus de sport. Donc oui, j'ai hâte d'arriver en Colombie. Ça va aussi être le début d'un nouveau voyage parce que Canada-États-Unis, pour nous, c'était comme un voyage. Quand on a traversé au Mexique, on change complètement nos habitudes, on change vraiment de voyage. Donc du Mexique au Panama, c'est comme un autre groupe. Puis comme il n'y a pas de route entre le Panama et la Colombie, il faut envoyer la vanne dans un container. Nous, on prend l'avion avec le chien jusqu'en Colombie. Bien, à partir de la Colombie jusqu'à l'Argentine, ça va comme être notre 3e voyage. Puis j'ai un peu hâte à ça, de comme commencer autre chose, puis que ce soit différent, puis d'être un peu moins sur les plages, un peu plus en montagne, voir des alpacas. Ouais. Ça va être cool. Donc oui, cool. on a hâte. J'ai hâte. J'ai hâte aussi D'aller en Colombie. Ouais. Comment l'idée du voyage nous est venue? Pour moi, en fait, il y a à peu près, oh mon Dieu, 6 ans, 7 ans, 7 ans, je pense. J'avais fait mon premier voyage, puis j'avais passé un mois en sac à dos au Costa Rica. Et puis, à Santa Teresa, j'avais vu un Westphalia stationné proche d'une plage. Puis je m'étais dit que ça avait donc bien de l'air le fun de tout ça, d'être dans une vanne sur une plage au Costa Rica. Fait que c'est un peu resté dans ma tête.
Puis... De mon côté, avant de rencontrer David en 2015, donc il y a 4 ans, j'ai passé 2 mois au Nicaragua. J'ai travaillé comme infirmière là-bas en stage avec mon université. Puis dans la ville où j'habitais à Grenada, une journée en marchant, j'ai vu un Westphalia jaune passer. Puis en arrière, c'était vraiment écrit Alaska Argentina. Donc, ça m'a vraiment donné l'idée. Je me rappelle que ce soir-là, j'étais allée voir sur Kijiji pour m'acheter un Westphalia à 4000 $. Heureusement, j'ai pas fait ça. Mais c'est comme ça que ça allait commencer de mon côté. Et dans le fond, les deux, on a vu une van en Amérique centrale, puis on s'est dit qu'on aimerait ça voyager en van. Puis quand on s'est rencontrés, ça n'a vraiment pas été long que c'est venu sur le sujet d'une van, un Westphalia, voyager. Puis après même pas 6 mois, on achetait notre Westphalia. Puis 2 ans après... On était partis. On était partis. On est fous! On est fous! Avez-vous idée d'écrire un livre à votre retour? Oh! Je dirais oui, surtout de mon côté, parce que j'aime beaucoup écrire. C'est le volet que j'aime le plus faire dans Destination Aventure. Mais ça prend du temps, de l'énergie et encore du temps, je dirais. Fait que c'est une idée parmi tant d'autres. OK, donc c'est tout pour les questions personnelles. Maintenant, pour les gens qui ont des chiens, ce segment va vous intéresser parce qu'on a eu beaucoup de questions sur voyager avec un chien. Et parlons de saut. Donc, quand on est parti du Canada, on n'avait pas de chien. Maintenant, on est au Costa Rica puis on a un chien de 7 mois avec nous. Quand on était au Mexique, en fait, on faisait de l'escalade puis on est revenu de nuit en montagne. On s'est trompé de chemin. Et puis, je suis arrivé face à face avec une espèce de bête qui pleurait au pied d'un arbre. Et puis... on savait même pas que c'était un chien. On n'était même pas certain que c'était un chien, en fait. Il était minuscule. Donc, on était avec 2 amis, Benjamin et Joël, qu'on salue. Donc, on l'a ramené avec eux à la vanne. Et puis là, c'est ça. On avait un petit poppy, il était minuscule. Il avait une blessure sur la tête. Il semblait un peu malade, dénutri. Il y avait un petit village, on a demandé aux gens autour s'ils l'avaient déjà vu. Personne ne l'avait jamais vu. On a décidé de le garder. Donc, il y a de ça maintenant 5 mois. Donc, à ce moment-là, quand on l'a trouvé à peu près 8 semaines, là, il est rendu à 7 mois puis il pèse 35 livres. C'est un geste qu'on est vraiment content d'avoir posé, qu'on est vraiment content de voyager avec un chien. Ça apporte beaucoup de bonheur. À tous les jours, il nous fait sourire, il fait quelque chose de stupide. C'est le fun. C'est vraiment le fun. Donc, par contre, ça vient avec quelques complications. Et, logistique, je dirais. Complications. Non. Et on va en parler maintenant. Y a-t-il beaucoup d'inconvénients ou avec de l'organisation, il y a moyen de ne pénaliser personne de la colonie en voyageant avec un chien? Moi, j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment d'inconvénients. En fait, il nous suit pratiquement partout, donc ça change pas vraiment notre voyage en tant que tel. On l'amène avec nous. Quand on va faire des commissions, on l'apporte. L'épicerie, c'est le seul moment. C'est le seul moment qu'on doit vraiment le laisser dans la vanne. Mm-hmm. Puis, dépendamment de la température, soit on peut le laisser dans la vanne, soit un ou deux va faire les commissions, l'autre reste dans l'auto. Je dirais que c'est à peu près la seule chose qui a changé. Que faites-vous lorsque les chiens sont interdits? Comme on l'a dit, en fait, les seuls endroits où ils sont pas vraiment permis, c'est quand on va à l'épicerie. Donc, pour ce qui est parcs nationaux, ça arrive qu'il y a des parcs nationaux ou des ruines Maya, que tu n'as pas le droit d'animaux. À ce moment-là, il y a différentes options. Si on a laissé notre véhicule, par exemple, sur le terrain d'une famille, on va leur demander juste est-ce qu'on peut laisser Osso avec vous 1 heure ou 2 le temps qu'on aille faire la visite. Quand on va au restaurant, on demande est-ce qu'on peut amener le chien, c'est jamais un problème. Puis Osso, il va se coucher aux pieds. En fait, je pense que si vous êtes un maître responsable puis que votre chien est bien dressé au départ, il n'y a pas de raison pour que ça dérange vraiment. Qu'est-ce que ça prend pour les douanes avec un chien? OK, donc tantôt, on vous disait que pour passer les douanes, il y a nous, il y a la vanne, mais maintenant qu'on a un chien, c'est différent. Pour passer les douanes avec un chien, ça prend son carnet de vaccin complet, avec preuve de vaccination pour la rage. Donc ça, c'est important, les pays le demandent, ça prend le vaccin de la rage. Et ça prend aussi un certificat de santé émis par un vétérinaire qui dit que ton chien est en bonne santé. Et c'est ça, c'est pas vraiment plus compliqué, en fait, c'est juste plus de paperasse, c'est juste un peu plus long. Mais c'est tout. Côté santé, ça se passe comment, les vétérinaires? Ça se passe bien. C'est très différent qu'au Québec. Premièrement, les coûts sont à peu près 10 fois moins chers. Ce qui est un peu difficile, c'est faire le suivi.
Parce que chaque vétérinaire a un peu sa manière de Ouais. penser, son idée. Parce que C'est des fois, beaucoup. les vétérinaires se contredisent. Mhm. Allô, ça? Un dit une chose, l'autre dit autre chose. Donc là, tu sais pas lequel tu dois écouter. Sinon, habituellement, une visite au vétérinaire, c'est une vingtaine de dollars peut-être. Maximum. Maximum. Puis ça inclut souvent un médicament ou une injection ou peu importe. Donc c'est ça. Est-ce que Osso prend beaucoup du budget? C'est notre premier chien. On n'a pas eu de chien au Québec. On ne sait pas combien ça coûte sauver un chien au Québec de la nature, puis le faire vacciner, puis les antiparasitaires, etc., etc. On a dû aller au vétérinaire au moins 15 au moins 15 fois, si c'est pas 20 au total. Quand on l'a eu, il faisait de la fièvre. Après ça, on a eu un épisode de parasite. On a eu un épisode de sel liquide pour rester poli. Bon, il y a eu plusieurs bobos. Au total, à date, on est rendu à peu près 775 Donc, à peu près... pour Osso, incluant sa nourriture à lui. Donc, ça fait 5 mois qu'on l'a. Donc, sa nourriture, plus tous les vétérinaires, on est rendu à peu près 775 de dépenser pour lui, incluant aussi son opération pour le castrer. Mais peut-être qu'on pourrait montrer Osso. Oui, Osso! Osso! Viens-t'en! Viens Osso! Donc, quand on vous a montré Osso la dernière fois, il était minuscule. Maintenant, oh! Osso est un peu moins petit qu'il était. Mais il reste quand même petit. Il reste encore petit. Donc, ben voici Osso. L'avantage de voyager avec son chien, c'est que tu es constamment avec lui. Ça peut être aussi un des avantages, mais tu es avec lui 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, tu as beaucoup de temps de l'éduquer, d'y montrer être un bon chien. Il n'est jamais en cage, il est pratiquement jamais tout seul. Donc, je pense que c'est plus facile en faire un bon chien parce que tu es constamment avec lui. Ça vient aussi avec le fait que tu es constamment avec un chien, puis des fois, ça peut être un petit peu tannant. Des fois, il peut être tannant, comme là, il s'en va se promener. Mais c'est le choix qu'on a fait, puis on le regrette pas du tout. Non, vraiment pas. C'est vraiment... Le quotidien est vraiment le fun. Puis c'est un chien qui a peut-être besoin d'à peu près 4 heures d'exercice par jour. Donc, si on le fait pas bouger ou si on a une semaine de pluie, ben ça se peut qu'il soit vraiment tannant puis que la vanne, c'est pas grand-chose pour lui. C'est petit. Il faut le faire bouger. Donc, c'est ce qui complète, je crois, nos questions-réponses. L'épisode questions-réponses. Ça fait beaucoup. Oui. Si vous êtes encore là et vous regardez encore la vidéo, ben merci beaucoup. On l'apprécie. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, écrivez-nous un commentaire, on va y répondre. Puis s'il y a vraiment beaucoup d'autres questions, ben on fera une autre vidéo, c'est pas plus grave. Pour glisser un petit mot sur nous, sur ce qui s'en vient, dans une semaine à peu près, on traverse au Panama. Et dans 3 semaines, on met la vanne dans un container pour l'envoyer en Colombie, parce qu'il n'y a pas de route entre le Panama et la Colombie. Donc la vanne rentre dans le container quelque chose comme le 18 juin. Et puis après ça, nous, on prend un avion, on s'en va en Colombie. Et là, c'est la 3e partie du voyage qui commence, l'Amérique du Sud. N'hésitez pas à nous faire savoir ce que vous avez pensé du vidéo. Puis à la prochaine! Ciao!